Merci bien, Monsieur le Président du Conseil national de transition. Je voudrais revenir sur ce que j'avais dit concernant la justice. Il y avait ma note qui était mélangée avec les autres papiers et je vais vous en donner le contenu. D'abord, nous avons les poursuites des actions judiciaires dans le domaine des dossiers des armements et des équipements militaires. Dans ce cadre, afin de lutter contre la corruption et la délinquance financière, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, a mis un accent particulier sur les poursuites judiciaires et la lutte contre l'impunité. Les actions de contrôle et de vérification sectorielles sur la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire et la loi de programmation pour la sécurité intérieure ont permis d'engager des poursuites consécutives aux violations graves des règles de la comptabilité publique. Au nombre des poursuites engagées, 2 dossiers sont identifiés et retenus parmi tant d'autres, à savoir dossier d'acquisition des avions cloués au sol. Le dossier d'acquisition de l'avion présidentiel sont traités et transmis à la Cour suprême aux fins de droit. 2. Ouverture et poursuite des actions judiciaires dans les dossiers objets des rapports du contrôle du vérificateur général et des autres organes de contrôle de l'État. Le bureau du vérificateur découle de la volonté des autorités. Ces rapports portent sur des irrégularités financières ou des insuffisances des textes, des contrôles de performance suivis de recommandations des services publics, parapublics et des programmes publics. Sur une prévision de 40 dossiers, 35 ont été transmis au cabinet d'instruction, soit une réalisation de 87,5%. Sur une prévision de 20 dossiers à instruire, 31 dossiers ont fait l'objet d'instruction, soit un taux de 155%. Sur une prévision de 20 dossiers à juger, 27 sur 20 dossiers à juger, 23 ont été jugés, soit un taux de réalisation de 115%. 5 mandats d'arrêt internationaux ont été décernés par la Chambre d'instruction de la Cour suprême. Par ailleurs, la Cour d'appel a organisé 2 assises ordinaires et 2 assises spéciales, concernant notamment la délinquance financière et économique courant 2021. La poursuite des enquêtes sur les tueries et exactions des 10, 11, 12 juillet 2020. Suite au rassemblement des mouvements M5 RFP du 10, 11 juillet 2020. À Bamako et à Kaï, les forces de l'ordre ont été déployées afin de sécuriser les édifices publics, dit-on. À Bamako, le tribunal de grande instance de la commune 3 du district a ouvert une enquête suivie de l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour meurtre, coups mortels, coups et blessures volontaires aggravées et complicité de ces faits. À ce jour, cette procédure enregistre 3 inculpations avec un mandat de dépôt et plus d'une 60aine d'auditions des parties civiles et témoins. Concernant Sikasso, une information judiciaire est en cours contre X pour meurtre et coups et blessures volontaires. S'agissant de la ville de Kaï, une information judiciaire est en cours et concerne 3 dossiers pour des faits de meurtre, pillage et incendie volontaire, coups et blessures volontaires. Sur 6 personnes sont sous mandat de dépôt. Sur une prévision de 10 dossiers de poursuite à engager, 9 poursuites ont été engagées, soit un taux de réalisation de 90%. Ouverture et poursuite des actions judiciaires concernant la violation grave des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires.
Pour les cas graves de violation des droits humains, l'ouverture d'enquêtes est systématique. Sur une prévision de 50 dossiers, 356 ont été traités et transmis au cabinet d'instruction, soit un taux de réalisation de 712%. Sur une prévision de 30 dossiers à instruire, 50 dossiers ont été instruits et transmis pour jugement, soit un taux de réalisation de 166%. Sur une prévision de 30 dossiers à juger, 47 ont fait l'objet de jugement, soit un taux de 156%. Notez bien, 4 procédures emblématiques méritent d'être soulignées, à savoir Ogosago 1, dossier instruit et clôturé. Ogosago 2, dossier en cours d'instruction. Sobanda, dossier en cours d'instruction. Et Bunti, dossier en cours d'instruction. Mise en place de la commission d'enquête sur les occupations et démolitions de la zone aéroportuaire. Je crois que j'en ai parlé déjà. La commission d'enquête sur les occupations et les démolitions de la zone entière a été mise en place. Les membres ont été nommés par décision du ministre de la Justice et élaboré son plan de travail y afférent et les travaux se poursuivent. On attend le dépôt de leur rapport. Ça, c'est ce que je voudrais dire concernant les questions de justice. Comme vous voyez, on a le sentiment que les choses ne bougent pas. En vérité, le temps et le tempérament de la justice n'est pas celui des politiques et des médias. Maintenant, je reviens aux questions qui viennent d'être posées. Concernant les intrants agricoles, Boubacar Sidibé effectivement a affirmé qu'aucun intrant n'est sur place. Les informations dont je dispose à ce stade venant des services compétents du ministère du Développement rural et de la CMDT sont les suivantes. Pour le début de la campagne, on a besoin prioritairement du complexe coton, dont le niveau d'approvisionnement est de 47%. Le complexe coton, les commandes sont de 108 000 tonnes. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 50 900 tonnes, soit 47%. Et les quantités sur place, sur le terrain donc, contrairement aux informations que vous avez, en tout cas ce qui m'est communiqué, c'est 42 485 tonnes. Les complexes céréales, les commandes 58 000 tonnes. Sur place, aujourd'hui, nous avons 27 358 tonnes. L'urée, 94 300 tonnes commandées. Nous avons aujourd'hui sur place 10 000 tonnes. Et les livraisons sont à 29 000 tonnes. Je vois Fertinova, 40 000 tonnes commandées, livrées 3 000 tonnes, sur place 3 000 tonnes. Voilà ce que nous avons. De plus, des stocks sont en souffrance au port d'Abidjan à cause de l'embargo. Voilà les informations que je pourrais vous donner à ce stade, qui sont quelque peu différentes de celles que vous avez, qui indiquent qu'il n'y a aucun engrais sur le marché, sur le terrain aujourd'hui. Concernant les déchets solides, récemment, nous avons mis une commission interministérielle composée du ministre de l'Environnement, du ministre des Finances et de la société qui est chargée de la collecte des déchets solides à Bamako, la société Ozone. Je ne reviens pas sur tous les contours du contrat de Ozone qui crée énormément de problèmes à l'État, parce que nous nous retrouvons avec des dettes de près de 9 milliards à payer. Nous sommes en train donc de trouver des formules pour que l'hivernage ne trouve pas Bamako dans son état de salubrité de l'année passée. Ousmane Agmohamed, le stock de sécurité alimentaire est vide. Les assurances viennent de m'être données par le ministère de la Sécurité alimentaire que les informations ne sont pas justes. L'État aujourd'hui est conscient que non seulement il n'y a pas eu de bonnes récoltes l'année passée, mais qu'en plus, il y a l'insécurité, beaucoup de populations sont déplacées. Et donc des moyens importants sont mobilisés pour pouvoir alimenter les populations. Maintenant, on ne peut pas dire que toutes les demandes seront satisfaites. Je viens de vous parler de la cherté et de la rareté des produits alimentaires. Nous-mêmes, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie. Et
les produits importés coûtent énormément cher, mais l'État fait tout ce qu'il peut pour pouvoir prendre en charge cette question. Parce que nous savons très bien qu'en plus de l'insécurité physique due à la guerre, l'insécurité qui vient, c'est l'insécurité alimentaire. Donc même si nous réussissons la guerre, si les citoyens ont faim, on aura résolu le problème qu'à moitié. Alors, il y a Alassane Ag Mohamed, qui a posé des questions sur les localités libérées et aussi le retour de l'administration. La liste des localités, je ne l'ai pas sous la main. Je crois que c'est un dossier qu'on pourra vous communiquer plus tard. Mais ce que je veux dire, concernant le déploiement de l'administration, les zones d'insécurité actuellement, les administrateurs civils, pour des raisons que vous comprenez, ne sont pas très enclins à retourner jusqu'à la pacification totale. Donc l'État a décidé de déployer des militaires qui vont occuper les postes de commandement dans les zones d'insécurité qui viennent d'être libérées. Ces militaires, c'est des contingents qui sont en formation actuellement pour avoir les rudiments de l'administration. Concernant la réorganisation de l'administration, vous avez dit que ce qui est souhaité n'est pas soutenable. Je pense que l'État est conscient de ça. C'est pour cela que toutes ces questions feront l'objet d'une réflexion, parce qu'en vérité, les régions, quand elles ont été créées, la création des régions n'a pas obéi à une démarche administrative normale. C'est une démarche politique. Pour ceux qui étaient à l'Assemblée dans ces années, vous vous rappelez que le 2 mars 2012, c'est très tard que les textes ont été votés, qui créent les 20 régions. Et les 2 régions du Nord, Menaka et Taoudeni, les cercles ont été validés. Et tout cela, c'est un paquet, en vérité, que tout le monde savait au moment du vote qu'on ne peut pas les réaliser tout de suite. Et près de 10 ans après, quand vous demandez, on vous dit toujours que l'opérationnalisation des régions seulement, ça va faire 400 à 500 milliards par an. Donc ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est de voir comment opérationnaliser les régions, les chefs-lieux de régions partout, et aller peut-être d'ici la fin de la transition à pouvoir faire un découpage administratif pour délimiter non seulement les régions, mais les différents cercles qui sont dans les régions et faire l'effort de pouvoir les rendre fonctionnels. Moussa Tembeli a conseillé effectivement de trouver un compromis avec la CEDEAO. Vous savez, notre problème avec la CEDEAO, je crois qu'il faut que les Maliens soient conscients. Le problème avec la CEDEAO, c'est un problème politique. La CEDEAO voulait qu'on organise les élections sans faire les réformes. Qu'on installe un président sans faire les réformes. En son temps, on leur avait très bien dit que même une partie de la classe politique qui exigeait les réformes au motif que c'est un engagement qui a été pris, il n'y a aucun candidat, aucun chef de parti qui peut aller faire campagne chez lui. Personne. Mais on a continué à dire qu'il faut faire les élections. J'ai même eu à dire une fois à une délégation que si ça essaie juste de faire des élections, la seule force organisée qui existe au Mali, c'est l'armée. Les militaires pouvaient choisir un candidat, on le présente partout, on le fait élire. C'est les hommes politiques qui vont dire demain qu'il a été élu, que les gens n'ont pas pu faire campagne. Donc il faut créer un minimum de conditions pour que les différents candidats puissent aller faire les élections. La preuve, quand on a organisé les assises nationales, pendant que des grands partis disaient à Bamako, en fait grand c'est comme dans le lexique courant, c'est qu'ils ont beaucoup d'élus. Pendant qu'ils disaient à Bamako leur direction qu'ils ne sont pas d'accord avec les assises, mais à la base, des députés, des présidents de conseils de secte, des secrétaires généraux, des présidents de sections, ont présidé eux-mêmes les sessions. On a tout documenté. Donc, entre le discours qui se tient à Bamako et la réalité, les choses sont totalement différentes. Il y en a qui manquent pas de non-inclusivité. Il y a 85 000 personnes qui ont participé aux assises à tous les niveaux. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'organisation des grandes réunions au Mali. Mais c'est le débat politique. On ne peut pas empêcher les hommes politiques de continuer à contester ce qui est fait ou quand ils ne sont pas d'accord. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO, je crois que toutes les personnes de bonne foi voient les efforts que le gouvernement fait. Récemment, j'ai discuté avec un diplomate dont les propos ont été extrapolés après, quand il a dit qu'il pense que dans le courant du mois de mars, nous allons trouver une solution.
la presse a tout extrapolé pour dire que c'est un diplomate qui a décidé de mettre fin aux discussions, en un moment fin à la récréation. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On est à l'issue des discussions, il m'a dit ceci. Au moins, il y a quelque chose qui n'est plus discutable aujourd'hui. Personne ne dispute plus le fait que la transition ne peut pas se ramener aux élections. Il faut faire des réformes et pour réussir la transition. Un. Deuxièmement, c'est de me dire, vous êtes allé de 5 ans à 24 mois. J'ai expliqué tous les sacrifices qui ont été faits et la responsabilité que le président de la transition a prise sur lui pour trancher politiquement. Il me dit, les autres sont à 16 mois, 18 mois, que lui, il pense honnêtement qu'on ne peut pas bloquer un pays à cause de ça. Et qu'en principe, on doit pouvoir nous entendre dans le courant du mois. Bon, ça a été extrapolé par la presse. Et nous pensons effectivement qu'on doit pouvoir s'entendre. Aujourd'hui, la balle n'est pas dans le camp de l'État malien. La balle n'est pas dans le camp des autorités de la transition. Mais c'est qu'il faut que les uns et les autres comprennent. C'est-à-dire faire les choses à tout prix. Pour nous retrouver demain avec un soulèvement au lendemain des élections, nous avons la responsabilité d'expliquer qu'il ne faut pas adopter cette formule. La preuve, la CEDEAO, je vous l'ai dit, avait dit ici par écrit qu'il ne faut plus organiser d'élections au Mali sans faire les réformes. Le gouvernement ne l'a pas écouté, mais les conséquences, tout le monde les a accueillies après. C'est après les élections, sans faire les réformes, qu'il y a eu le soulèvement. Et donc on ne peut pas recommencer les mêmes choses, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le lendemain des élections, le président va être contesté. Il va avoir une légitimité tout à fait douteuse. Et ce président, à la moindre des choses, il va tomber encore. Donc on va se retrouver dans les cycles de coups d'État qui n'en finissent pas. C'est l'explication que nous avons donnée à la CEDEAO et nous avons bon espoir que nous pourrons nous entendre. Mais nous entendre à tout prix, à la remise en cause totale de ce que les Maliens ont décidé, je pense qu'il faudra réfléchir beaucoup avant de dire qu'on peut accepter tout. Il y a un prix à payer pour tout. Quand on fait un choix, il faut l'assumer. On ne peut pas parler de sa souveraineté, parler de son autonomie de décision, parler du fait qu'on veut être dans la communauté et accepter tout. Si nous avions accepté, quand je dis nous, le gouvernement, le président de la transition, s'il avait accepté que les choses continuent comme par le passé, qu'on continue de tuer des Maliens, que nos soldats tombent, je m'excuse, comme des mouches, que des villages entiers soient rasés. Mais on a vu ici, personne ne s'était plaint, personne n'a demandé de commission d'enquête. Si ça veut continuer, il n'y allait pas avoir embargo. Donc on a le choix à faire entre prendre nos responsabilités pour arrêter ces tueries massives. En contrepartie, on nous menace, on nous impose un embargo, ou s'assumer, éviter les tueries massives. Et naturellement, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on nous crée des problèmes. Ce n'est pas nous qui sommes à la base de ces problèmes-là. Donc, dire que le gouvernement doit trouver une solution, le gouvernement a tout lâché, pratiquement tout ce qui est possible. C'est pour cela que nous continuons d'expliquer à nos partenaires qu'il est important que nous puissions nous comprendre. J'ai l'habitude d'expliquer. Et Maïga a dit que j'ai fait longtemps sur les questions politiques pratiques. C'est nécessaire parce que si on n'explique pas le contexte dans lequel on est, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, chaque question que vous prenez, si vous ne le citez pas dans son contexte, vous ne pouvez pas le traiter. Le contexte, c'est quoi? C'est que si vous prenez tous les pays où il y a eu les changements de régime, le Mali est le seul pays qui a les groupes terroristes, qui a les groupes armés, qui a les groupes d'autodéfense, qui a le coronavirus, qui a une crise politique, qui a une crise institutionnelle et qui a un embargo. C'est le seul pays qui subit tout cela. Les autres, il y a eu un changement de régime, soit parce que la façon de gérer du président ne convient pas, soit parce que le président est décédé. Chez nous, c'est une pile de problèmes qui se sont accumulés
qui ont conduit à un soulèvement. Si on ne les règle pas, et on va juste faire des élections, mais le président qui vient, il ne peut pas tenir. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il ne peut pas gouverner parce qu'aucun des problèmes n'a été résolu. Donc l'objectif de notre transition, c'est, merci du terme, c'est de régler les problèmes qui sont à la base de la survenue de cette transition. Si on ne le fait pas, on va juste chercher à organiser les élections, passer la main, aller dans son champ. Nous avons fait le choix du contraire, de résoudre les problèmes pour avancer. Moussa Agacharatma a dit que la République ne pleure pas les morts de la même manière. C'est discutable. Vous savez, la région de Menaka, les mouvements disaient que c'est les mouvements qui les sécurisaient. Il ne fallait pas l'État. Aujourd'hui, je crois que les mouvements ont fait le constat que les Maliens ont besoin d'État, y compris à Menaka. Vous avez effectivement dit que c'est l'armée par ses frappes qui a desserré l'étau de l'IGS sur les combattants des mouvements. Ça montre clairement que l'État n'est pas resté indifférent. C'est quand même une opération militaire de l'armée qui a été menée précisément dans le but de sauver les populations civiles. Je pense que la grande leçon à tirer de tout ça, travaillons pour que l'État revienne partout, que les mouvements se donnent la main avec l'État malien pour sécuriser le pays. La preuve est faite que les mouvements à eux seuls ne peuvent pas faire face aux groupes terroristes. Mais si les mouvements se donnent la main avec l'État, on fait le DDR, on forme nos hommes, on travaille ensemble, je pense que nous pourrons sauver la vie de nos populations, qui ne sont pas abandonnées. Maintenant, l'isolement diplomatique du Mali, effectivement, mais quand quelqu'un décide de vous isoler, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'au point de départ de tout cela, c'est quoi? Parce que c'est un peu le problème qu'on a dans les débats politiques. On oublie toujours la cause. Le point de départ, c'est que quand le gouvernement a été nommé, le Premier ministre a été nommé le 7 juin, le 10 juin, notre partenaire stratégique a dit qu'il arrête ses opérations militaires sans donner à l'armée le temps de se préparer, sans aviser. Mais qu'est-ce qu'on pouvait contre ça? J'ai expliqué à plusieurs de nos partenaires européens et américains qu'on s'est trouvé dans la situation suivante. Nos populations meurent par dizaines. Des villages entiers sont rasés de la terre. Nos soldats tombent tous les jours. On ne peut pas acheter d'équipement. On achète des simples avions de transport. On paye l'argent. On les bloque. On ne peut même pas acheter des simples lunettes de vision nocturne. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on assiste à la dérive, les populations continuent de mourir, on va toujours nous féliciter pour dire que c'est un gouvernement démocratiquement élu, ou accepté par la communauté internationale, ou bien on change complètement de paradigme. C'est le changement de paradigme qui est à la base de tous nos problèmes. Et ça, il faut l'assumer avec ses conséquences. Si cela doit amener à ce qu'on appelle l'isolement diplomatique, il faut l'assumer aussi. Parce qu'on ne peut pas, au motif qu'on doit être accepté par tout le monde, continuer à voir les populations mourir, les luttes intercommunautaires, la guerre civile s'étendre à tout le pays. On ne peut pas continuer à... Si maintenant, le fait qu'on ait dit qu'on va chercher des solutions suffit pour dire qu'on nous isole, on n'a rien fait pour être isolé, rien. Je viens de vous expliquer. La CEDEAO a pris des mesures qui ne sont pas dans ces textes. Aucun texte de la CEDEAO n'a prévu un embargo. Aucun. La Banque centrale, vous connaissez l'article 4 des statuts de la Banque centrale, interdit
l'interférence d'un État dans la gestion de la Banque centrale d'un État. Aujourd'hui, on dit qu'on est à défaut de paiement. Alors qu'on paye les dettes, ils bloquent l'argent, ils refusent que ça soit payé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans des cas comme ça? La balle n'est pas dans le camp de l'État malien. Mais ce qui est demandé de nous, on ne peut pas le faire. Peut-être qu'il cherche un autre gouvernement qui va le faire, qui va tout accepter. Ça, c'est une autre équipe. Ce n'est pas l'équipe dirigée par Assimi Goïta. C'est aussi simple que ça. Et les concessions que nous avons faites, toutes les personnes de bonne foi avec lesquelles on discute, même les diplomates, en dehors des micros, nous disent tous que vous avez fait de votre mieux. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est de précipiter les élections pour les bâcler, juste pour avoir une conscience tranquille. Oui, après ça, vous prenez vos bagages, vous partez dans les organisations internationales, vous allez écouter les réseaux, on va dire que votre pays est en train de sombrer. La direction, ceux qui dirigent le pays aujourd'hui ont fait le choix du contraire. Il n'y a pas une autre explication, mais je pense que la raison va prévaloir, parce que cet embargo, au fait, ce n'est pas seulement aux Maliens que ça fait mal, c'est à toutes les populations de la sous-région. Tout le monde en souffre. Tous les États, toutes les populations en souffrent. Alors, effectivement, Hussein Ouattara a parlé de la plainte contre la CEDEAO. Vous savez, on va se plaindre où? Parce que les institutions ne fonctionnent pas. La Cour de justice de Limoux a rendu un arrêt. On a refusé d'appliquer l'arrêt. Vous allez vous prendre chez qui? La réalité aujourd'hui, c'est que le peuple malien a pris son destin en main. Il faut faire face à l'adversité. Il n'y a pas une autre solution. Il faut faire face. Aucune nation ne s'est construite, n'a récupéré sa dignité dans la facilité. Il y a des gens qui disent on ne peut rien. Entêté. Depuis 2 ans, on entend ça. Mais si on met ça dans la tête on ne peut rien construire. Nous sommes panafricanistes. Notre gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas écrit à son agenda la sortie de la CEDEAO. Je préfère le dire clairement, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas dans l'agenda du gouvernement. Nos relations avec la CEDEAO, effectivement, sont très difficiles. C'est de l'arbitraire aujourd'hui qui frappe notre pays. C'est pourquoi nous parlons des mesures illégales, illégitimes, injustes et inhumaines. Diadje Fofana a parlé de l'accalmie due aux sanctions. Il faut aller à une conférence sociale. Vous savez, Fofana, en vérité, même sans les sanctions, dans d'autres pays, la situation de notre pays imposait une accalmie. Je vous dis, c'est le seul pays qui fait la guerre au terrorisme, qui a les mouvements armés, qui a le Covid, qui a une crise politique, une crise institutionnelle, et qui est soumis à un embargo. Parce que l'embargo, en réalité, avant l'embargo de la CEDEAO, l'embargo existait, ça ne disait pas son nom, plus le renchérissement de tous les produits dans le monde. Un gouvernement qui, pendant ce temps, avec les recettes qui baissent, je vous ai montré combien de centaines de milliards ont été, le gouvernement a renoncé, qui augmente les salaires. En principe, même sans l'embargo, on devait pouvoir faire une trêve, mais si les syndicats l'ont fait à cause de l'embargo, c'est salutaire, et c'est pour cela qu'on les a félicités et remerciés en son temps. Mais ne ramenez pas tout à l'embargo aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe en Ukraine fait qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ne sont pas sous embargo, qui souffrent comme les Maliens. Mais comme il y a l'embargo au Mali, c'est devenu psychologique, et je crois que c'était un moyen politique de démoraliser l'élite dirigeante. Même lorsque quelqu'un a mal à la tête aujourd'hui, on dit que c'est l'embargo. Mais c'est la vérité. Or, la guerre, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui a eu des conséquences plus graves sur la détérioration de la situation alimentaire
et des finances des différents États. Les grandes importations chez nous, c'est quoi? C'est le gaz, le pétrole, les engrais, le blé, mais ces importations en grande partie, ils viennent de la zone où il y a l'instabilité aujourd'hui. Donc même sans l'embargo, on allait sentir leurs effets. Même les pays qui ne sont pas d'embargo, vous avez vu dans les réseaux un pays que je ne vais pas nommer, qui sont tombés en panne de carburant hier, des jets pour les avions, ça a été sur tous les réseaux, pourtant ils ne sont pas victimes d'embargo. Donc c'est pour dire que notre peuple doit faire face. Il faut qu'on travaille à ce que les gens aient le moral. Le discours démoralisateur qui consiste à faire croire que sans l'aide extérieure on n'est rien, sans l'aide extérieure on ne peut rien, sans la France on ne peut pas se défendre, sans la communauté internationale on ne peut pas se défendre. Le gouvernement actuel travaille précisément à montrer qu'on peut réussir un certain nombre de choses sans forcément être en conflit avec les uns et les autres. Maintenant, vous avez dit que la réussite d'un plan dépend de l'auteur. Votre présence, moi je ne doute pas les questions, que ma présence n'est-elle pas un blocage, un temps pour la propagande, un temps pour la construction. Vous savez, j'ai même entendu, j'ai vu des hommes politiques que je respecte écrire que le discours patriotique que tous les Maliens ont chanté avec nous, le travail qu'on a fait pour redonner confiance aux Maliens, il y a quelqu'un qui allait jusqu'à comparer ça à comment les nazis ont inculqué le nationalisme dans la tête de leur jeunesse. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a répondu, il y a un intellectuel de haut niveau qui a répondu, qui dit de faire attention. Aucune nation ne s'est construite sans cultiver le patriotisme chez les citoyens. Un pays où les gens n'ont pas confiance, la première force d'une nation, c'est d'avoir confiance en soi. C'est d'avoir confiance en soi-même. On n'a rien fait de cela, il n'y a eu aucune démagogie. On a voulu nous faire chanter, nous avons expliqué les conditions dans lesquelles on voulait nous faire chanter. Certains ont dit que c'est la démagogie, il n'y avait aucune démagogie là-dedans. Quand du jour au lendemain vous avez un accord militaire entre vous, un partenaire décide sans vous aviser, il quitte. Quand vous dénoncez ça, c'est de la démagogie? Ce n'est pas de la démagogie. Maintenant, vous savez, il y a le débat politique. Le débat politique, c'est sa nature. Vous ne verrez personne qui fait l'unanimité. Aujourd'hui, c'est peut-être le Premier ministre. Demain, un autre viendra, vous verrez que dans la semaine qui suit, ça va être lui. Si ce n'est pas un Premier ministre sur qui on peut tirer à avoir des résultats, on va chercher à atteindre le président lui-même. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas le plus important. Est-ce que les objectifs du changement, je les ai bien cités au début, parce que chaque fois qu'on ne se réfère pas à pourquoi les gens se sont soulevés, est-ce que sur les questions de défense et de sécurité, le pays n'a pas avancé? J'ai dit pourtant, c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes militaires. Est-ce que l'organe unique pour minimiser le risque des élections, est-ce qu'on n'est pas sur la voie de l'installer? Ça fait une promesse. Est-ce que la lutte contre la corruption et la délinquance financière, tous les dossiers qui sont dans les mains de la justice, c'est des dossiers qui étaient dans les tiroirs jusqu'à une date récente? Les mandats d'arrêt qui ont été lancés, c'est des crimes qui ont été commis avant. Ça, c'est la troisième revendication. Les réformes politiques et institutionnelles. Personne ne peut dire que la tenue des assises n'est pas un résultat, ce n'était pas un pari gagné. Au mois de juin, juillet, il y a beaucoup qui ont dit que ça ne se tiendra pas. Pour que ça ne se tienne pas, ils en ont fait une affaire du Premier ministre. Des gens se sont organisés pour aller à la chasse à l'homme. Exactement comme je l'ai expliqué, quand un faux veut atteindre, il isole
un élément et puis tout le monde se met sur lui. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Mais tout le monde reste dans les généralités. Il attaque les gens, il est comment dire, clivant. Mais dire la vérité, c'est être clivant. Quand ça a été dit, j'ai tenu un discours devant les chefs traditionnels le 11 novembre 2021. Et j'ai dit ce jour que la démocratie a été présentée en Afrique comme une panacée. Mais qu'après 30 ans d'exercice démocratique, l'État s'est effondré, l'armée s'est effondrée, la nation est divisée, l'école s'est effondrée. La seule chose qui est indiscutable, c'est la floraison des partis politiques. Mais tous les Maliens disent ça dans la rue. Je l'ai dit le 11 novembre. On a attendu jusqu'en fin novembre, début décembre, pour que des hommes politiques sortent, pour prendre ces propos, pour dire que j'ai attaqué un courant politique. J'ai dit, mais où est-ce qu'il y a cette attaque-là? Vous l'avez vu où? Mais ça, là, tout le monde peut le dire. Mais il ne fallait pas que ça vienne du Premier ministre. Où est le clivage? Ou les assises? Il y en a qui ont dit que les assises ne se tiendront pas. On a dit que c'est les assises du Premier ministre. Mais les assises, la preuve est faite que c'est un besoin des Maliens. Donc le discours qui consiste à diaboliser le Premier ministre, c'est une technique qui est connue en politique. En politique, les hommes politiques, pour les atteindre, il y a quelques façons. Soit vous l'attaquez sur ce qu'il fait, le manque de résultats, le manque de savoir-faire, ou bien il y a une technique qui est connue à l'américaine, on cherche à salir sa réputation. Et ça, les gens sont spécialistes là-dedans au Mali. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. On regarde. Aujourd'hui, il n'a pas souri. Je vous donne une illustration. Lorsque les Maliens ont marché du Sénégal, ils sont venus ici, 1300 et quelques kilomètres. Moi, en toute bonne foi, je les ai invités chez moi à dîner. Pendant qu'ils dînaient, un jeune se lève et dit, oui, j'ai vu votre anniversaire, j'ai vu sur Google, ils se sont mis à crier Happy Birthday. J'ai dit, attention, moi je suis né au village, au moment où je naissais là. Je suis né vert, donc je ne connais pas l'année exactement. En ce temps-là, on ne donnait pas les années de naissance. Mais les jeunes ont continué à applaudir. Est-ce que vous savez que le lendemain, il y a eu des débats et des débats sur ça, des heures et des heures. Oui, il est en train de fêter pendant que les soldats meurent. Donc pour atteindre sa réputation d'un homme insouciant. Mais moi, je suis habitué à ça. Donc ce discours-là qui consiste à dire que c'est ma personne qui fait le blocage, quand des hommes politiques le tiennent, bon, c'est leur droit. Mais la majorité des Maliens ne pensent pas comme ça, je suis convaincu. C'est le plus important. Vous savez, le plus grave chez l'homme politique, c'est celui à qui les gens sont indifférents. Quand vous faites votre travail là, il y a des gens qui vous haïssent, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous approuvent, il y a des gens qui sont neutres. Nous sommes à une période de l'histoire où vous ne pouvez pas diriger le Mali aujourd'hui et être applaudi de tout le monde. Parce que le changement là, mais il y en a qui n'en veulent pas. C'est ça la vérité. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec les assises. Ils ne sont pas d'accord avec les transformations qu'on veut faire. Mais c'est leur droit. Maintenant, leur technique pour s'exprimer, c'est eux qui les choisissent. Mais je suis convaincu que ce que nous faisons sous l'autorité du chef de l'État, sur ses orientations, ce que le gouvernement fait, l'histoire lui rendra justice. Le peuple lui rend justice. Ce à quoi nous devons nous atteler aujourd'hui, c'est de chercher de façon obstinée le consensus. Mais je vous dis, on ne peut pas le trouver du moment qu'on n'a pas les mêmes objectifs. La lutte contre la corruption, il y en a qui n'en veulent pas.
Les réformes politiques institutionnelles, il y en a qui n'en veulent pas. Mais celui qui ne veut pas, vous allez faire quelle union sacrée avec lui? Quelqu'un dit qu'il est pour la réussite de la transition, le jour. La nuit, il fait des réunions pour déstabiliser la transition. Après, on se retrouve tous dans la même salle le jour. Mais les gens qui ne savent pas, ils ne comprennent pas, mais ceux qui sont sur la scène, ils se connaissent très bien. Donc, pour moi, le travail que nous faisons, les discours que nous tenons, le discours qui est le plus emblématique, c'est un discours qui a été tenu en fonction de la sensibilité des Maliens. J'ai vu des chefs de parti qui ont quitté chez un ambassadeur, ils ont été déjeunés. Ils ont dit que le discours que j'ai tenu à New York n'engage que ma personne. Mais c'est son droit aussi. Donc dire que c'est ma personne qui sert de blocage, je pense que c'est les Maliens et le président qui peuvent porter cette appréciation. Mais vous aussi, c'est votre droit de le faire. Dire qu'il est temps d'arrêter la propagande, qu'il faut changer les mentalités. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les mentalités doivent changer. Et ça, c'est pour tout le monde. Le Malicrois, c'est d'abord dans la tête. Vous dites si on gouverne par la ruse ou autre chose. On ne gouverne pas par la ruse. Je viens de vous citer les 5 objectifs autour desquels le peuple s'est mobilisé. Vous prenez un seul autour duquel on s'est détourné. Un seul. Il n'y en a pas un, ils sont 5. Ce qui arrive généralement dans les soulèvements, dans les révolutions, même après les élections, c'est qu'une fois que les gens s'installent, ils font autre chose que ce pourquoi les gens étaient dans la rue. Or, nous, on est resté chevillés aux 5 objectifs pour lesquels le peuple est dans la rue. Heureusement que concernant le premier objectif, l'unanimité est faite aujourd'hui. Même ça, au début, il y a certains qui niaient, ou quand on fait la propagande contre notre armée, il se trouve des gens qui embouchent cette propagande-là. Vous croyez qu'on peut faire l'unanimité? On peut être d'accord avec quelqu'un des groupes de gens qui embouchent la trompette du discrédit sur l'armée? Donc vous ne pouvez pas avoir l'union sacrée. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Alors, donc, on n'a pas gouverné par la ruse. Nous gérons les problèmes qui sont posés. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a eu beaucoup d'impondérables après avoir fait adopter le PAG. L'embargo n'était pas là. On nous a dit, vous faites les élections tout de suite ou on fait l'embargo. On a dit qu'on ne peut pas faire les élections tout de suite. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. La crise en Ukraine n'était pas là. C'est venu, ça a compliqué la donne. Plus de 400 milliards d'aides budgétaires ont été coupées. Mais c'était le prix à payer. On avait continué à avoir ces aides budgétaires pendant des années. Est-ce que ça a empêché que les Maliens continuent de mourir par dizaines? Donc il fallait faire le choix. Soit on s'assume ces aides budgétaires, on les coupe, ou bien on les accepte. Et on continue à tuer les Maliens. On a fait des choix qui peuvent être critiqués, mais l'histoire jugera, je suis convaincu. Elle parlait de réformes inclusives. On n'a cherché que ça. Je vous ai dit que les assises ont été reportées pratiquement de 4 mois, parce que le président nous avait instruit de rechercher de façon obstinée l'inclusivité. Est-ce qu'il y a plus important quand le président lui-même descend dans l'arène? Il réunit, il rencontre les responsables politiques. Il parle avec eux des heures durant. Il les réunit, à peine, pratiquement il les supplie. Venez participer aux assises avec vos idées. Les personnes sortent de la réunion, il faut une conférence pour dire qu'ils ne participent pas. Mais qu'est-ce que vous voulez après ça? On constate qu'on n'a pas réussi et on avance avec la majorité des Maliens qui veulent avancer. Vous estimez qu'il faut m'écarter? Moi, je pense que ça, c'est le président de la transition et les Maliens qui jugeront. Ce n'est ni moi ni vous. Le jour où l'heure de partir va venir, vous savez, moi, je ne suis pas dans ces calculs-là. Ce que je dois faire, je le fais et je laisse mon destin se réaliser. Tous ceux qui sont dans les petits calculs-là, ils ont tous échoué. Tous ceux qui sont dans les calculs ont échoué. Moi, j'étais dans un grand mouvement. Quand le régime a changé, chacun est parti de ses calculs. Je suis resté sur la ligne du mouvement.
Le jour où c'est venu que je devais être Premier ministre, j'ai été désigné, le président m'a accordé la confiance. Le jour où mon temps finit, je partirai la tête haute. Mais ça, c'est le président et les Maliens qui vont le décider. Voilà comment je fonctionne. Je ne suis pas dans les calculs. Je ne suis pas dans la ruse. Moi, je ne confonds pas la ruse et l'intelligence. Il y a des hommes politiques qui les mélangent. C'est deux choses différentes. Vous dites de laisser la place à quelqu'un d'autre, peut-être que vous le connaissez. Bon, le proposez-le au président. Ramata Diaouré a posé deux questions pertinentes. Elle a donné son avis sur le fait que la communication n'occupe pas la place à laquelle elle a droit dans l'action gouvernementale. Vous savez, souvent, il faut reconnaître les choses lorsqu'elles sont vraies. Je dois avouer ici que je ne voudrais pas lui donner les mêmes réponses qu'au précédent, parce que nous savons très bien que nous sommes en guerre sur le terrain, mais il y a la guerre de la communication. Souvent, elle est plus dangereuse que la guerre physique. Je suis d'accord avec vous que la guerre de la communication, je ne dis pas qu'on l'a perdue, mais on peut mieux faire. Ce n'est pas pour rien que les grandes puissances, dès qu'ils rentrent en guerre, chacun sort sur les médias de l'autre pour les couper. Et certains ont voulu justement utiliser la communication pour nous déstabiliser. Heureusement que nous avons pris nos responsabilités à temps. Même là, il y en a qui nous ont critiqués, comme pour dire qu'on n'aura jamais l'unanimité au Mali. Donc je donne acte du fait qu'on doit faire plus d'efforts en matière de communication. Maintenant, le choix de votre collègue qui n'a pas été validé, pour ainsi dire, en tant que membre de la HAC, c'est simple. La réglementation dit effectivement, c'est des autorités indépendantes que l'État a créées pour gérer les secteurs. La loi dit effectivement que les organisations professionnelles de presse proposent 3 personnes. Mais vous savez, chaque président a sa façon de faire. Le président Assimi Goïta a édicté des mesures. Il ne signe aucun décret pour nommer quelqu'un, sauf s'il n'a pas connaissance. Si, à la suite de l'enquête de moralité, il a des réserves. Les types de réserves qu'il a, c'est lui seul qui les sait. C'est à sa discrétion. Il fait faire l'enquête de moralité par ses services compétents. Il a donc dit qu'il a des réserves sur ce candidat. Ils sont 3. Et on a donc demandé à la fêtière de la presse de proposer, parce que c'était une élection, de proposer le candidat qui vient après, ou les 3 autres candidats, qu'on fasse une enquête. Si l'enquête est positive, concluante pour celui qui on le prend. Si ce n'est pas bon, on prend le 2e ou le 3e. La réalité, c'est que la fêtière de la presse a dit qu'ils l'ont choisi, il faut qu'on le prenne. Que l'enquête de moralité ne les engage pas, parce que pour eux, il n'a commis aucune infraction. Mais c'est le président discrétionnairement qui dit qu'il a des réserves. C'est pourquoi il n'a pas été retenu. Demain, vous donnez le nom des 3 autres, on fait l'enquête de moralité. Le 4e, s'il est bon, on le prend. S'il y a des réserves, on prend le 5e, ainsi de suite. J'ai dit ça au président de la maison de la presse. On a fait courir le bruit exactement dans la presse. Comme toujours, le Premier ministre, il a le dos large. On dit oui qu'il a bloqué parce qu'il veut envoyer un de ses conseillers à la HAC. Comme s'il peut se lever. Bon, comme ça paye bien souvent d'attaquer le Premier ministre, donc ça vend bien, ça se vend très bien maintenant sur les réseaux sociaux. On a dit ça. Sinon, c'est la seule réserve, madame. Demain, on nous donne la liste des 3, le président va faire l'enquête de moralité, il prend le 4e, si son dossier est validé, et il sera pris. Alors, ça, c'est... Bon, vous avez dit que vous avez envoyé des textes pour la réforme du secteur. Je pense que le ministre a entendu.
En tout cas, ce que nous disons, c'est que tous les textes qui arrivent au niveau des ministères, chaque fois qu'il y a des réformes à faire, si c'est pour faire avancer le pays, aller vers le changement, dans le sens, comme on dit, le Malikoura, je pense que ça ne doit pas être bloqué. Je m'informerai si c'est vrai, je crois que le ministre est là, il a entendu, si c'est réel. Ou bien approchez-le après cette session pour voir quelle est la raison du blocage. La promotion des cadres à l'étranger, bon, c'est un sujet spécifique et délicat, surtout en ces temps d'embargo. Vous savez que l'embargo que la CEDEAO exerce sur nous, les mesures qu'ils pouvaient faire, c'est refuser de prendre les cadres que le Mali propose, refuser qu'on siège dans les réunions, c'est tout ce qui est prévu. L'embargo est illégal, ce n'est pas prévu. Et donc, en ces temps d'embargo, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais je pense qu'il y a d'autres priorités. Si dans d'autres organisations, vous connaissez des cas, présentez-les. Accès aux documents administratifs, je ne sais pas je n'ai pas compris la question. Si c'est pour y avoir accès, les documents sont de diverses natures. Il y a des documents qui ont vocation à ne pas être rendus publics, même si aujourd'hui, vous voyez, même les dossiers confidentiels se trouvent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de secret au niveau des États. Et l'accès, on n'a même pas besoin d'être très ingénieux. Le retour de l'administration au niveau des zones occupées, je viens de vous expliquer qu'à cause de la sensibilité de la question, il a été décidé que la plupart de ceux qui... Parce que les militaires, sur instruction, ils peuvent aller. Si c'est un préfet, s'il dit qu'il ne part pas à cause de l'insécurité, on peut rien... L'État ne peut pas lui imposer. Donc les militaires qui sont désignés pour aller occuper les postes, ils sont en formation administrative pour cela. Maintenant, les infrastructures économiques concernant les réfugiés, je pense que c'est une préoccupation à laquelle le ministère de la Solidarité des personnes réfugiées, vous avez vu même le nom du ministère, l'action humanitaire chargée des personnes réfugiées. Ça veut dire que c'est sa mission, notamment en ce qui concerne les femmes et les enfants, et les déplacés. Bon, l'application de la loi 052, c'est un reproche qu'on fait régulièrement. Je crois qu'on fait des efforts au fur et à mesure. J'en ai parlé dans la première partie de mon intervention. Quel est l'état d'intégration dans la fonction publique? Je pense que vous parlez de l'intégration des contractuels dans la fonction publique de l'État. C'est une question, je sais qu'elle est à l'ordre du jour. C'est des questions qu'on a trouvées qui existent, que nous continuons de traiter. Il semble qu'on m'a envoyé une note sur cette question. Le ministre chargé de la question vient de m'envoyer une note qui indique que la modification du décret 038 de janvier 2020 régissant le personnel contractuel a été modifiée en 2011, limitant le statut aux catégories E et D. Les 3347 sont de la catégorie E et D après le recrutement en 2011 et 2012. Les détenteurs de diplômes de maîtrise, brevet technicien supérieur et CAP ont créé une association pour demander leur régularisation et leur intégration conformément à leur diplôme. Une commission est mise en place qui a conclu à l'impossibilité de la régularisation car contraire aux dispositions du décret régissant le personnel de l'État. Le rapport de la commission est disponible. Donc ça veut dire qu'il faut relire les textes. Donc si c'est une revendication, il faut peut-être la poser et qu'elle puisse être examinée. Moi je pensais que c'était une revendication qui avait déjà été traitée, mais à laquelle on n'avait pas donné suite. Vous savez, la difficulté que l'État a. Beaucoup ont une technique. Quand ils n'ont pas de boulot, ils sont prêts à tout prendre. Quand ils s'installent, ils deviennent nombreux, ils font un groupe. Ils se syndiquent. Après, ils font des pressions sur l'État. Il y a des gens qui viennent avec des diplômes. On a besoin de cadres B. Ils viennent. Naturellement, ils ont un niveau de cadre A. Quand ils concourent avec un vrai cadre B, ils le battent parce qu'ils ont un niveau élevé. Mais ils se sont inscrits comme cadre B. Une fois qu'ils s'installent, 2 ou 3 ans après,
quand ils sont nombreux, ils se donnent la main, ils disent, bon, maintenant, j'ai mon diplôme de cadre, il faut me reclasser. Les problèmes commencent comme ça. Il y a beaucoup de contractuels avec lesquels l'État a des problèmes. Vous avez le contractuel au niveau de l'enseignement. Dans les collectivités, les maires sont autorisés, donc les maires recrutent comme ils veulent. Il y en a, c'est des proches à eux, il y en a... Bon, ça dépend des critères, mais souvent, ce n'est pas des critères objectifs du tout. Donc les personnes exercent quelques années après. Quand ils deviennent nombreux, ils se donnent la main, ils se syndiquent, ils disent non, maintenant il faut qu'on devienne des fonctionnaires. Voilà les questions que l'État gère. Donc ce n'est pas des questions simples, en réalité. Parce que souvent, c'est des budgets qui ne sont pas prévus par l'État du tout. Et puis, ils se syndiquent. Un jour, on a donné l'exemple. Ce n'est pas méchant, je dis juste ce qu'il y a. Par exemple, au niveau des péages, ceux qui ouvrent et descendent les péages. Bon, les recrutent. Quand ils deviennent nombreux, ils disent non, il faut que maintenant on les intègre à la fonction publique. Mais au début, certains viennent, ils ont des relations, ils fréquentent les lieux petit à petit, après, ils deviennent des journaliers, ils deviennent des contractuels, mais quand ils sont nombreux, ils disent non, il faut qu'on nous recrute à la fonction publique. Donc voilà déjà des problèmes souvent que l'État gère, et c'est difficile. Abdelkarim Daou a parlé des acquisitions d'aéronefs, il s'est félicité de ça. Il a demandé les sources de financement. C'est vraiment les budgets nationaux. Vous imaginez, dans la situation actuelle, personne ne va nous donner son argent pour nous équiper. Au contraire, c'est ce qu'on a attendu pendant des années. Je vous avais dit avant, on sort l'argent du budget d'État, on ne peut pas acheter. Ou bien on achète, on paye l'argent, on refuse de nous le donner. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à un diplomate. J'ai dit, mais on achète chez vous, vous refusez de nous donner. Ou bien on paye, vous bloquez. Mais on va là où on ne nous bloque pas. Quand on paye, au moins on a nos équipements. Donc les équipements sont payés cash sur le budget national. Et j'imagine, et vous pouvez compter sur nos officiers, qu'en achetant, ils intègrent tout, les coûts d'entretien, de formation. Ce n'est pas pour rien que les instructeurs russes que nous avons, il y en a qui veulent coûte que coûte nous obliger à dire que c'est des mercenaires. On dit non, ils disent oui que c'est des mercenaires. Et il y a des chefs d'État de la CEDEAO qui vont jusqu'à la tribune des Nations Unies pour dire oui que c'est des mercenaires que le Mali a recrutés. Le président leur a dit, mais ça vous coûtait quoi de venir nous voir, de discuter avec nous ou même de nous téléphoner, au lieu de vous référer juste à des articles de presse d'un autre pays. Alors, pour l'acquisition des matériels, je disais que c'est le budget national. Naturellement, ces chiffres, on ne peut pas les donner. Ça, dans aucun pays, les gens ne vont donner les détails. Ils peuvent donner des chiffres en gros. Je crois que c'est des questions, vous comprenez vous-même que je ne vais pas m'attendre là-dessus parce que ça n'apporte pas grand-chose au débat. Ce que les Maliens veulent savoir, ils ont du matériel de guerre qui fonctionne, qui les sécurise. Maintenant, combien on a payé, est-ce qu'on les répare? Ça, c'est les affaires des militaires. Bon, il y a Keita qui a dit que la gestion de l'État n'est pas émotionnelle. Bon, je crois qu'on a fait ensemble un bon moment dans les mouvements politiques. Vous savez que la chose que je partage le moins, c'est l'émotion. Ça, surtout quand c'est nécessaire. Vous avez été témoin de toutes les agressions verbales, même des injures dont j'ai été victime, je n'ai jamais répondu. Donc l'émotion, je ne connais pas beaucoup, sauf quand c'est nécessaire quelques rares fois. Pour ce qui concerne la gestion de la loi électorale, je vous donne acte effectivement que la loi a été déposée en retard et qu'on aurait même pu demander une session extraordinaire, le gouvernement aurait pu le demander. J'avoue qu'on l'avait envisagé un moment. Donc de ce point de vue, on n'impute pas le retard de vote de la loi au CNT. Quand je l'ai dit dans les débats, c'était pour faire croire, c'est pour que ceux qui font croire qu'on bloque tout, on ne fait rien, comprennent qu'on bouge.
C'est dans ce sens que j'ai dit que le texte est au niveau du CNT. Ce n'était pas du tout pour accuser le CNT de retard. Pas du tout, ça n'a jamais été mon intention. Et c'est bien le travail que vous abattez ici. Bon, il y a Amadou Maïga, effectivement, il est revenu de façon assez éloquente sur les insuffisances des réponses. Je lui donne acte du fait qu'il peut-être il n'est pas satisfait, mais j'ai fait de mon mieux pour vous satisfaire. Pour le reste, je pense que vous êtes un homme politique, on peut continuer le débat en dehors ici, dans des débats informels entre nous. Il dit qu'il est un enseignant en politique. Vous savez, les plus grands hommes politiques au Mali, c'est des enseignants. Donc, il y a peu d'ingénieurs qui sont des hommes politiques. Donc, on va se retrouver dans des débats beaucoup plus détendus pour qu'on aille au fond des idées. Et Aboubakar Sidiki Fomba, effectivement, notre accord de défense avec la France, c'est très simple. Lorsque le gouvernement français a décidé de façon unilatérale d'arrêter les opérations militaires avec nous au motif que nous aurions décidé de discuter avec les groupes extrémistes. C'était la raison avancée. Le président leur a dit que c'est une demande du peuple malien depuis des années. Deuxièmement, parmi ces groupes qu'on appelle terroristes, il y a du tout. Il y a des personnes qui se sont trouvées par cupidité. D'autres, on les a forcés. D'autres, on les a endoctrinés. D'autres, par frustration. Donc, le noyau dur des personnes qui sont endoctrinées, qui sont effectivement des terroristes, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux. En tendant la perche à des citoyens, ils peuvent peut-être prendre la perche pour se racheter. Mais l'armée n'a jamais dit qu'elle arrête les opérations militaires. Donc c'était un prétexte pour faire chanter, parce qu'on a une direction politique qui ne leur plaisait pas. C'est aussi simple que ça. Pour montrer que c'était un alibi, mais les pays où ils se replient maintenant, le président a non seulement libéré les terroristes, il les a reçus au palais, et il a envoyé des équipes négocier avec eux. Pourtant, ils n'ont pas dit qu'ils quittent ce pays. Donc, c'était un prétexte. À partir de ce moment, le président de la transition a pris ses responsabilités. Il dit, dès lors qu'il y a un accord entre nous, qu'une partie peut violer quand il veut, c'est ce que j'ai appelé l'abandon en plein vol. Nous allons nous asseoir et lire cet accord. Ce qui ne vous convient pas, vous l'enlevez. Ce qui ne nous convient pas, on l'enlève. Ce sur quoi on est d'accord, on le garde. Et ce qui ne convient pas au Mali, on l'a enlevé. On a écrit et on a envoyé, on attend la date d'aujourd'hui qu'on vienne négocier un accord qui convient à nos intérêts, qui respecte notre constitution. Parce que l'ancien, apparemment, s'ils peuvent en sortir comme ils veulent, ça veut dire que ça ne correspond pas totalement à nos intérêts. Ensuite, il y a des dispositions anticonstitutionnelles qui violent notre constitution. Ce document, la balle est dans le camp de notre partenaire. Il nous a été annoncé qu'il se prépare pour venir discuter avec nous. Les déguerpis de la zone aéroportière, je pense que j'ai touché leur cas. C'est des cas difficiles, vous savez. Parce qu'il y a une réglementation, que je viens de vous en parler, dans la zone aéroportière. Il y en a peut-être qui ont des hôtels là-bas. Il y en a qui ont prévu de mettre des hôtels. Je crois qu'ils n'auront pas de problème. Ceux qui sont dans des situations irrégulières où ils ne peuvent pas être là-bas, certainement qu'il faut prévoir des formules pour les dédommager, si les conditions de leur installation sont justes. Mais j'avais dit en son temps qu'il y a quelque chose qu'on doit arrêter au Mali. Il y a des personnes qui, de leur position administrative ou politique, posent des actes qu'ils savent pertinemment que c'est des actes illégaux. Il y a des citoyens qui savent que c'est illégal. Je viens de vous parler des cas de logements sociaux. Des personnes qui vont acheter dans la rue
des permis qui leur donnent des logements sociaux, qui n'ont pas passé par les circuits et vont s'installer. On en a près de 300 aujourd'hui. On a découvert à la suite des enquêtes qu'on a faites. Ces personnes-là, on fait quoi avec elles? On les retire parce qu'ils ont payé de l'argent à quelqu'un. Il faut peut-être chercher cette personne-là et voir les équilibres qu'il faut trouver. Voilà l'idée qu'on a. La commission est au travail à cette date-là. Parce que d'après beaucoup d'informations, certains se sont installés en sachant pertinemment que le terrain qu'ils occupent n'est pas légal. Mais d'autres ont acheté régulièrement. Celui à qui ils ont acheté là, il est où? Il faut aller le chercher aussi. Parce que c'est trop facile de sa position administrative ou politique de poser des actes illégaux en se disant qu'il n'y aura aucune conséquence. Maintenant, la question de notre présence, de la création de notre monnaie. Vous savez, je pense qu'il y a des étapes dans la construction de l'État qu'il faut aborder avec beaucoup de discernement. Nous avons déjà créé une monnaie. Il faut tirer les conséquences des raisons de sortie de cette monnaie. On a créé la monnaie en 1962, je crois. On a signé les accords franco-maliens en février 1967 pour dire qu'on retourne au CFA dans 5 ans, donc en 1972. Il faut s'interroger sur les raisons. Deuxièmement, si on décide de créer notre monnaie, on doit le faire, je pense qu'on ne doit pas le faire dans la situation de tension tout de suite avec la CEDEAO. On sort de cette crise, on construit un État solide, et si le peuple malien le décide, il le décidera. Si on le fait tout de suite, ça c'est mon avis, on n'a pas discuté avec le président, je vous donne mon avis personnel. Ce n'est pas un débat qui est au niveau du gouvernement. S'il est posé, on vous avisera. Mais je me dis qu'il faut tirer les leçons aussi de pourquoi on a créé notre monnaie, pourquoi on l'a laissé retourner au franc CFA. Il faut intégrer tous ces éléments, plus d'autres données peut-être que je n'ai pas actuellement. La même chose pour la question du blocage de l'exportation de l'or. C'est des questions auxquelles, à chaud, je ne peux pas donner des réponses qualifiées. Ça peut être juste des exégèses que je peux faire, mais ce n'est pas des réponses qualifiées, ni des positions du gouvernement. Alors, il y a Hussein Issar qui a parlé de la suspension des décaissements de la Banque mondiale. Quelle stratégie pour en sortir? Ah, ça y est, c'est ça. Bon, si c'est des stratégies pour en sortir, vous conviendrez avec moi qu'on ne va pas venir en public les exposer, même si on les a. La meilleure façon de les faire échouer ces stratégies, c'est de venir en parler en public. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est que la stratégie de riposte qui a été élaborée et qui est au niveau du président, c'est le président seul qui a toutes les cartes en main, qu'il sortira au fur et à mesure des événements et de l'appréciation qu'il fera de la situation politique. Ce plan a été adopté en Conseil national de défense le 14 janvier 2022. C'est au retour de cette réunion que je me suis rendu à la place de l'indépendance. Ce document, il est au niveau du président seul, qui l'utilisera à chaque étape en fonction de la réalité. Donc ces stratégies n'ont pas vocation à être rendues publiques. La sécurité physique des hommes et celle alimentaire au centre, je pense que vous avez raison. Vous avez tellement raison que ça fait partie des préoccupations principales du gouvernement. Vous savez, il y a 2 choses sur lesquelles le président insiste, 2 à 3 choses. Régulièrement, il le dit aux membres du gouvernement. 1, il dit le centre de gravité de notre pouvoir, c'est le peuple. Il faut toujours qu'on regarde quelles sont les préoccupations du peuple. Il ne faut rien faire qui peut amener le peuple à douter du fait qu'on est totalement dédié à ses intérêts. 1. La deuxième chose qu'il nous dit régulièrement, c'est de dire tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais la paix dans le pays.
même si tout le pays est occupé par l'armée, même si on fait toutes les réformes les meilleures du monde, le président dit, tant que les citoyens ont le sentiment d'injustice, le pays ne sera jamais en paix. Ça, c'est la deuxième chose que le président répète régulièrement, à l'attention de tous les ministres. La troisième chose, il faut qu'on fasse tout pour que les Maliens aient de quoi manger. Un peuple qui a faim ne peut pas assumer sa dignité. Donc c'est pour vous dire que votre souci de la situation alimentaire du pays, sauf insuffisance des moyens de l'État, sont les soucis quotidiens du président de la transition. Il n'y a pas beaucoup de gouvernements au Mali et en Afrique qui sacrifient les chiffres que je viens de vous donner pour des exonérations sur les prix des produits alimentaires. C'est pour cela d'ailleurs, comme je vous dis, que toutes choses égales par ailleurs, les denrées de première nécessité coûtent moins cher au Mali que dans la plupart des pays. Pourtant, on achète chez les mêmes fournisseurs. Et nous, en plus, on a les coûts d'approche que d'autres n'ont pas. Mais les choses coûtent moins cher au Mali. Ça, c'est une volonté du chef de l'État qui dit qu'il faut tout faire pour que les Maliens aient de quoi se nourrir. Vous avez parlé des personnes qui sont détenues par les ravisseurs. Je ne le savais pas. Je pense que ceux qui ont en charge de gérer ces questions vous entendent et prendront les dispositions. Ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes à une période critique de l'histoire de notre pays. Je ne fais pas de la démagogie, mais c'est mon intime conviction. Moi, j'ai beaucoup lu sur l'histoire de tous les pays, toutes les grandes nations que vous voyez là, que nous regardons en exemple. Ils ont passé par la période que nous vivons aujourd'hui. C'est des nations qui, à un moment donné de leur histoire, sont tombées. Il y a eu des guerres civiles. Tous les pays que vous voyez, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et d'autres, ils ont passé par des étapes que nous vivons aujourd'hui. Leur pays, pour une raison ou une autre, était tombé. Il y a eu des guerres civiles. Ils se sont tués entre eux. Il y a eu la mauvaise gestion. Des dirigeants ont failli. Le peuple était désemparé. À un moment donné, des fils et des filles du pays se sont retrouvés. Ils se sont mobilisés, la population a cru en eux et les a suivis. C'est comme ça qu'ils ont sorti leur pays. Mon intime conviction, c'est que nous sommes à ce tournant-là au Mali. Il est important aujourd'hui qu'au-delà de toutes les contingences politiques, les divergences idéologiques, les parcours politiques différents, qu'on puisse se donner la main pour passer ce cap. Quand on va passer ce cap, les chapelles vont reprendre, les luttes de chapelles. Mais si on ne le fait pas, on risque de perdre ce qui nous est le plus cher. C'est le Mali. Or, la plupart des gens, ils n'ont pas un autre pays que le Mali. Voilà ce que je pense, le message en quoi que le gouvernement voudrait laisser. Vous remerciez de votre confiance. Le débat qui a eu aujourd'hui lieu, j'ai pris beaucoup de notes. Nous allons travailler à nous améliorer en tenant compte de tout ce que vous avez dit, les questions auxquelles on a pu répondre, celles à laquelle on n'a pas pu répondre, ou des réponses moins satisfaisantes. En tout cas, ça a été un exercice qui était nécessaire. Vous ne l'aurez pas fait. On était en train de nous préparer pour aller devant la presse pour dire au moins, bon, on sait bien que la presse ne fait pas de cadeau à la transition aujourd'hui. Tous les gros titres, vous savez un peu leur inclinaison. Mais on était prêt à aller devant la presse pour exposer ce qu'on a pu faire. Entre-temps, dans votre mission normale de contrôle de l'action gouvernementale, vous nous avez invités à venir nous expliquer devant vous. Je pense que c'est un exercice républicain qui, nous, en tout cas, nous enseigne et nous apprend beaucoup. Je dois donc vous remercier
pour toutes les questions qui ont été posées. Ceux qui n'ont pas posé de questions, j'imagine qu'ils ont, parce que leurs préoccupations ont été prises en charge, ou bien en amont vous avez échangé pour prendre en charge les préoccupations de tout le monde. Donc je voudrais au nom de tout le gouvernement et du président de la transition vous remercier et vous dire que nous ne réussirons rien, quelle que soit notre volonté, sans le soutien du peuple. Et à la date d'aujourd'hui, les circonstances de l'histoire l'ont imposé. C'est vous qui êtes la représentation nationale. Chacun peut avoir l'appréciation qu'il veut, mais c'est les faits. On ne peut pas réussir aujourd'hui sans le soutien de la représentation nationale. On ne peut pas réussir sans le soutien du peuple. Et c'est ce que j'ai dit à beaucoup de diplomates. Le jour où le peuple malien, contrairement à ce qu'il a montré le 14 janvier 2020, nous montre un autre signal, le lendemain nous tirerons les conséquences. Mais avant, nous voulons faire atterrir le bateau Mali à bon port pour que le processus de changement auquel les Maliens ont aspiré atteigne le point de non-retour. Le cerveau et les Noussars savent bien le point de non-retour. Quand on l'atteint, même si certains quittent le bateau, il va continuer. C'est ce point de non-retour que nous voulons atteindre avec le gouvernement de transition. Pour qu'au moment où l'équipe cède la place, ceux qui viendront n'auront d'autre choix que de continuer à arriver à bon port. Merci bien, Monsieur le Président. Merci. Cher honorable. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, chers collègues membres du Conseil national de transition. Je vous demande d'accompagner vraiment